Bonjour à toutes et tous, artistes engagés, épisode 3, artistes engagés, c'est votre programme de rencontre digitale de la FNAC qui fait se rencontrer deux figures qui ont à cœur de mettre la plume dans le plat. Après Laïla Slimani et Abdelmalik en mars, après Chloé Delhomme et Oxmo Puccino, c'était en mai. On vous retrouve donc en cette fin octobre avec deux hommes, Jean-Marc Jancovici et Christophe Blain. Bonsoir messieurs. Vous venez nous voir pour un livre, alors je le montre avec d'autant plus de plaisir que j'ai appris il y a quelques instants qu'il n'était pas encore paru. Je pensais qu'il était paru en ce début de semaine, mais il paraît vendredi le 29 octobre. Donc vous êtes les premières et les premiers du monde à le voir derrière la caméra, mais voilà, l'objet final, vous le verrez vraiment et vous pourrez le toucher dans les FNAC à partir de vendredi. Mais voilà, vous êtes les premières et les premiers du monde, en tout cas, qui vont aussi en entendre parler, puisque c'est de ça, messieurs, que vous venez vous parler. Je vous présente de manière plus complète Jean-Marc Jancovici. Vous êtes enseignant à l'école des mines de Paris. Vous présidez le think tank The Shift Project. Vous avez co-créé Carbone 4, une société de conseil qui, si j'ai bien compris, fait et vend des bilans carbone aux entreprises afin de leur permettre d'imaginer elles-mêmes des plans d'action pour faire baisser leurs émissions de gaz à effet de serre. Vous avez participé au Grenelle de l'environnement dès les tout premiers, en 2007, c'était avec Jean-Louis Borloo, je crois, à l'époque, qui était ministre de l'Environnement. Vous avez publié plusieurs ouvrages, plusieurs essais, on vous voit et on vous entend régulièrement dans les médias audiovisuels. Récemment, l'hebdomadaire l'Obs écrivait de vous que vous étiez devenu une véritable star des milieux écologistes et ils écrivaient aussi que votre popularité s'était encore renforcée par votre mépris des élites. C'est ce qu'ils écrivaient donc à l'hebdomadaire l'Obs. Christophe Blain, vous êtes une des seules personnes au monde à avoir obtenu deux fois. Vous êtes une des seules personnes au monde à avoir obtenu deux fois le prix du meilleur album au festival d'Angoulême. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a Baru, il y a Miguel Angso Prado et Art Spiegelman, l'américain. Vous l'avez remporté. Riyad Satouf. Et Riyad Satouf. Ah, omis sur ma fiche. Merci de le rappeler pour lui. C'est un copain. C'est mon vieux vous pote. l'avez obtenu en 2002 pour Les Amériques, qui était le premier volume de Isaac le Pirate, et en 2013 pour Chroniques diplomatiques volume 2 du Quai d'Orsay. Quai d'Orsay, c'est cette BD assez célèbre aussi, qui avait été adaptée au cinéma par Feu Bertrand Tavernier. C'est aussi pour ça que je tenais à signaler cette réalisation. Vous avez, Christophe Blain, été remarqué à la suite de la publication en 1999 de Réducteur de vitesse. Vous vous êtes ensuite révélé aussi au grand public en illustrant Donjon Potrominet, qui étaient les albums scénarisés par Johann Sfar et Lewis Trondheim, et donc ensuite les albums solo, entre autres, que j'ai cités, ce qui fait de vous donc une des seules personnes au monde à avoir eu deux fois, comme votre ami Riyad Satouf, le prix au festival d'Angoulême. Donc, on va reparler de cet album. Nous sommes donc en live stream pendant 1 heure sur Facebook, sur la page YouTube de la FNAC. Comme d'habitude, pour cette heure qu'on va passer ensemble, vous connaissez le principe. Une partie de l'interview portera sur une interview de vous, donc messieurs, sur votre album et sur son actualité. La deuxième partie, ce sera une question des adhérentes et des adhérents, puisque des adhérentes et adhérents se sont inscrites pour vous et inscrits pour vous poser, pour vous défier, pour vous mettre à la question. Et en conclusion, donc, la partie habituelle sur les coups de cœur, les claques culturelles de nos invités. Ce troisième numéro d'Artistes engagés, là, en cette fin octobre 2021, s'inscrit dans un contexte qui est pluriel, le contexte électoral, puisqu'on connaît maintenant pratiquement toutes les candidates et les candidats qui vont chercher à avoir les 500 parrainages pour être justement candidates et candidats aux élections présidentielles. Donc, on a déjà des éléments de langage sur des choses du nucléaire, de l'environnement, des préoccupations écologiques qui ont vu le jour. Tout ça s'inscrit aussi dans le contexte de hausse des prix des énergies qu'on connaît actuellement, lesquelles hausses des prix d'énergie ont engendré une hausse des prix du gaz, de l'essence, même de la baguette de pain. Tout ça est dû justement à ces différentes hausses. On vous interrogera aussi là-dessus, parce que c'est ce qui fait le contexte concret en termes de pouvoir d'achat, en termes de préoccupations et en termes de futur de civilisation aussi. Ces hausses des prix dues aux hausses du prix des énergies, donc à l'énergie. Or, ce livre, justement, il porte sur l'énergie. Et qu'est-ce qu'il y a dans les énergies? Quelle est l'histoire physique
financière, la raison d'être des énergies, qu'elles soient carbonées, non carbonées, que ce soit le charbon, que ce soit le pétrole, que ce soit l'électricité, que ce soit le vent, que ce soit l'air, que ce soit les 5 éléments. Ce livre-là, Un monde sans fin, c'est une histoire du monde vue par justement l'histoire, le commerce de l'énergie. Mais c'est aussi l'énergie des hommes. L'énergie des hommes et des femmes, c'est le travail. Et le travail aussi est devenu une énergie qui se vend. Et elle se vend d'autant mieux que cette énergie peut se financiariser aussi si elle produit du pétrole, du charbon, etc. et des matériaux qui dépendent de tout ça. C'est l'énergie humaine, c'est l'énergie qu'ont fabriqué les éléments, mais aussi les hommes que vous racontez, encore une fois, de son histoire, de son invention, de son essence, de sa façon d'être, de sa raison d'être à l'énergie, jusqu'à sa commercialisation et sa financiarisation qui a à voir donc avec le capitalisme, lequel aussi a à voir avec la croissance et le manque des énergies, et donc avec la façon dont le monde, la planète, n'a plus d'énergie. Et qu'est-ce qu'on fait pour le futur? Ça donne donc Un monde sans fin. C'est votre dialogue à vous deux, messieurs. C'est ce livre qui donc paraîtra vendredi aux éditions d'Argo. Alors, avant, je voulais juste vous poser une question sur cette notion d'artiste engagé. Je commence toujours comme ça avec nos invités, et vous avez choisi de participer à ce programme. En France, quand on dit artiste engagé, ça évoque Malraux, ça évoque des intellectuels, ça évoque Claudel, qui était écrivain et diplomate, Paul Claudel, ça évoque des figures comme ça. Pour vous, messieurs, quand on vous dit artistes engagés, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Quelle figure, quel concept, quelle idée vous vient à l'esprit? Il vaudrait mieux commencer par Christophe, parce que moi je suis l'intrus sur ce plateau. Moi je suis un artiste intérimaire en CDD, c'est pas vraiment ma profession habituelle. Christophe Blain, à tout seigneur. On refile le bébé. Alors, merci Jean-Marc. Il n'y a pas de quoi. Qu'est-ce qui me vient quand on dit artiste engagé? Je sais pas. Il me vient les artistes engagés de quand j'étais petit, qui étaient les symboles. Je sais pas, Jean Ferrat, ouais. Par exemple. C'était le symbole avec son petit drapeau rouge. Vous voulez nous chanter un peu de Jean Ferrat pour voir Attendez, j'aime beaucoup la chanson Potemkin. Il y a une espèce de lyrisme puissant comme ça qui sort là, il avait une envolée lyrique assez forte. Non, je préfère Georges Brassens. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une interview des deux qui date de 69 sur l'INA, et où le médiateur, c'était Jean-Pierre Chabrol. C'était formidable. Et Georges Brassens se payait la tête de Jean Ferrat, mais très gentiment. Et non, c'était très chouette. Non, les artistes engagés, je sais pas, j'ai pas de symbole global de ce que moi-même, je ne sais pas. Suis-je un artiste engagé? Oui, si, avec Jean-Marc quand même, oui. J'ai été voir Jean-Marc, parce que j'ai un côté... depuis que je suis petit, je suis un admirateur de Pierre Desproges et Georges Brassens, mais depuis tout petit. Et d'autant plus à l'adolescence. Et eux, ils étaient vraiment très en retrait, justement. Ils se moquaient beaucoup des artistes engagés. Et puis, il y a 2 ans et demi, je me suis dit, ça suffit. Ça suffit, cette attitude d'individualiste anarchiste. Je vais voir Jean-Marc et je vais faire un livre engagé. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai rompu avec mon précédent système. Et je suis devenu un artiste engagé. Enfin, un artiste engagé, comment dire? Non. Je considère que Jean-Marc est un maître et je suis son padawan. Oh, donc j'ai été en formation. Ouais. Ça, c'est une manière pas sympa de me rappeler que je suis vieux que lui. Je suis plus vieux que lui. Il n'a pas dit que vous étiez Maître Yoda encore. Il a dit juste que vous étiez un Jedi. Alors en l'occurrence, Maître Yoda, je suis dans ce livre. C'est vrai, je l'ai transformé en Maître Yoda à un moment. Et je le fais parler, et je le fais parler comme Yoda. Oui, non, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai été voir Jean-Marc pour qu'il m'apprenne la vraie vie et qu'il me dise vraiment ce qui se passe sur les conseils de mon frère. Oui, c'est le prologue. On va y revenir, parce que ce que vous dites là, effectivement, c'est ce que vous, dans le prologue de l'album, vous racontez comment vous êtes venu l'idée. C'est un cheminement personnel très important, ouais.
Et alors, artiste ou intellectuel engagé, qu'est-ce qui vous vient ou qui vous vient à l'esprit, Jean-Marc Jancovici? Intellectuel, si vous demandez à mes enfants, je ne suis pas sûr qu'ils sont d'accord avec vous. Engagé, je veux bien. Artiste, quand j'étais petit, je savais que je faisais un dessin de vache, ça ressemblait à un cochon, voire à une girafe. Donc artiste, non, pas vraiment. Et on me demandait de me taire lors des camps scouts, tellement je chantais mal. Donc non, artiste, malheureusement, c'est vraiment pas ma tasse de thé. À mon grand regret, du reste, parce que toujours un peu envier les gens qui savaient jouer du piano, bien chanter, etc. Ou bien dessiner. C'est malheureusement un talent que je n'aurai jamais. Par contre, engagé, je veux bien, au sens où ça fait maintenant un moment que ma sphère d'activité, enfin la sphère qui occupe mes heures éveillées, tourne autour de la question du changement climatique. Donc en fait, c'est le thème qui est évoqué dans le livre. Et en fait, ma modeste contribution à cet ouvrage, c'est que avant cette BD, j'avais d'autres formes d'expression pour dire à peu près la même chose, à des publics divers. Donc là, on s'est beaucoup inspiré d'un cours que je donne aux mines, justement. Et il y a un certain nombre d'images de la BD qui sont reprises de la façon dont j'essaye de faire passer des notions un peu complexes. Donc mon engagement est celui, j'aime pas trop les grands mots, mais enfin si on peut dire de l'urgence climatique. Et ça, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire sous des formes diverses depuis maintenant, allez, on va dire une petite vingtaine d'années. Alors justement, le prologue, je pense qu'on va en voir quelques images pendant que je parle, raconte le cheminement personnel que vous citiez, Christophe Blain. Hein. On est à l'été 2018, vous êtes sur la route des vacances avec votre compagne, vous allez vers Étretat, c'est même bien, on sait bien où vous étiez à ce moment. La radio annonce, vous écoutez la radio, qui annonce une canicule à Paris. Quelque temps après, donc, on vous voit échanger avec votre frère. Et c'est lui qui vous parle, qui vous cite ce nom-là, Jean-Marc Jancovici, en vous disant que vous devriez faire un livre avec lui, puisque ça vous préoccupe tant, la canicule, le réchauffement climatique, etc. Ça mouline, vous checkez sur Internet, vous le contactez. Peu de temps après, apparemment, il vous répond. C'est vrai, ça, peu de temps après, vous l'avez vraiment répondu? Oui, alors il se trouve que son frère est par ailleurs un client de la société dans laquelle je travaille. Et donc, j'avais échangé avec lui de visu. Hein, le fameux Carbone 4. Le fameux Carbone 4. Donc, le monde est petit parfois. Parce que sans trahir de secret, en fait, son frère travaille dans le domaine financier et il essaye de faire de l'épargne salariale, vous savez, de l'épargne qui correspond à l'intéressement qui soit orthodoxe au regard des enjeux climatiques. Voilà. Et donc, un jour où je l'ai rencontré, où on discutait de ce genre de choses, il m'a parlé de son frère. Alors, comme je suis un ours complet, je n'avais pas fait le rapprochement immédiatement. C'est-à-dire Blain, pour moi, je ne t'ai pas dit immédiatement, ah, c'est le Christophe Blain. Donc, il m'a dit, j'ai un frère qui est dessinateur. Celui qui a eu 2 fois le prix en voilà. Avec Riyad Satouf. Donc, et donc, oui, il aimerait éventuellement discuter. Je lui dis, bon, pourquoi pas. Et en fait, donc, on a eu un entremetteur, effectivement, en l'occurrence, qui était son frère. Alors, ce livre, c'est à la fois un beau livre et une bande dessinée. Il fait très concrètement pratiquement 200 pages. Il est bourré de données, d'informations, de croquis, de graphiques, de statistiques, tout en ayant une patte pédagogique et une patte narrative assez dingue, parce que c'est vraiment « Il était une fois ». L'histoire du monde vue par le pétrole, l'essence, les énergies carbonées, leur commerce, la façon dont les financiarisent, etc. La force de travail humaine aussi. Tout ça avec une richesse aussi, il y a une différence parfois de ton, de dessin, parce que justement, il y a aussi on nous montre le monde des explorateurs, on nous montre le monde de la préhistoire, les continents, donc il y a aussi un jeu sur les dessins, les couleurs et les façons de faire graphie de tout ça. Mais moi, je voudrais bien savoir comment est-ce que vous avez réussi à mettre de l'ordre dans toute cette histoire du monde. Parce qu'en fait, c'est un livre d'histoire, c'est un cours d'histoire qui normalement durait peut-être, il y a le primaire et le collège pour apprendre tout ça. Là, il y a 191 pages dessinées, etc. Avec des tas de graphiques, ça pourrait paraître rébarbatif, ça l'est pas du tout. C'est même des fois tout à fait cocasse. Comment vous avez procédé à la mise en ordre? Bon, je vais commencer par telle énergie, je vais commencer par tel point du monde, tel point de l'histoire. Pour mettre tout ça dans l'ordre, ça va vraiment de A à Z. C'est tout à fait clair et tout à fait pédago. Alors qu'on se dit, en fait, avant, j'avais rien compris. Là, j'ai l'impression d'avoir tout compris. On est parti du raisonnement et
comme le disait Jean-Marc, de son cours au départ, qui est un cours assez impressionnant parce que c'est un cours qui fait environ 2h30 ou quelque chose comme ça, et qui est destiné à des élèves futurs ingénieurs. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un cours qui est absolument compréhensible par tout le monde. On peut le suivre, il existe en ligne, et ce cours, on comprend tout. C'est ce qui a servi de base d'introduction au livre. Et ensuite, alors, moi, au départ, j'ai demandé à Jean-Marc, parce que j'avais besoin moi, j'ai besoin qu'on me parle, j'ai besoin que les gens soient là en vrai et qu'ils existent. J'avais besoin d'un contact, je voulais pas apprendre de choses avant. Alors, évidemment, mon frère, lui, suivait les conférences de Jean-Marc depuis déjà une dizaine d'années. Et donc c'est un bon client, parce que votre frère, le fameux client, c'est un bon client. Oui, non, mais il n'a pas fait ça pour rien. C'est-à-dire qu'il s'est engagé professionnellement parce que je pense Jean-Marc il y a une illumination, il a compris ce qui se passait. Et il a eu... Aurais dû me dessiner en vierge. Il n'a pas dessiné en vierge. Alors, dans le livre, Jean-Marc joue plusieurs personnages. Il y aura une prochaine édition. Il joue plusieurs personnages plus ou moins. En vierge. À 19h16, Jean-Marc Jancovici qui demande en direct là, être dessiné en vierge sur une prochaine édition. Non, mais tu es en Yoda, tu irradies, tu as plein de personnages déjà dans le bouquin, c'est pas mal, mais on pensera peut-être pour un autre tome. Mais oui, donc en fait, je savais un peu qui était Jean-Marc, mais moi j'aime quand je rencontre les gens ne pas savoir de choses sur eux, pour avoir une espèce de fraîcheur et c'est le contact qui va me dire, c'est ce qu'ils vont me dire, c'est que je vais les écouter, j'ai besoin d'entendre leur voix, la façon dont ils parlent, qui ils sont, même physiquement. Et alors il se trouve quand même qu'avant d'aller voir Jean-Marc, j'ai regardé quelques conférences sur Internet. Je ne voulais pas le faire avant parce que je faisais un déni, ça me faisait très peur, le climat, etc. Et il se trouve que effectivement, 2018 a été une année charnière. Est-ce que moi, j'entendais parler de ces problèmes depuis pas mal de temps. On a l'impression, on a le sentiment que maintenant, c'est des choses qui sont vraiment acquises, de parler du changement climatique. Or, c'est très récent. C'est-à-dire que avant cette année 2018, dans les grands médias traditionnels, enfin de grande diffusion, on n'en parlait pas comme... C'était pas un titre du journal. C'était des articles... dans des revues annexes, c'était pas là. Il y a eu une canicule et vous citiez que j'étais en Normandie. Moi, je me rendais pas compte de la canicule à ce moment-là parce que c'est un endroit où la canicule n'avait pas d'effet. Elle était à Paris et j'ai vu des gens qui écrivaient, qui me mettaient immédiatement en relation, et notamment un article de Jean Jouzel qui est un glaciologue. Qui, grâce à la glaciologie, étudie le climat, parce qu'il n'est pas climatologue, il est glaciologue à l'origine. Je ne me trompe pas, Jean-Marc. Absolument. Quand je donne une information plus ou moins scientifique, j'ai besoin d'une question. Je ne suis qu'un padawan. Scientifique. Je ne suis qu'un padawan. Non, voilà. Donc, et là, j'ai eu une espèce de choc parce que je me suis dit, cette chose que je remettais devant, parce qu'on dit c'est les générations futures, il faut laisser quelque chose à nos enfants. Non, 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 c'est nous. C'est nous maintenant. Ça commence maintenant parce que Jean Jouzel, et je le cite, disait je crois pour le dire, c'était dans le magazine 20 minutes, donc quelque chose de très grande diffusion, il donnait des idées de température qui pourraient exister à Paris en 2050. En 2050, c'est dans 30 ans. Il donnait des températures absolument... c'était un four, quoi. Paris devenait un four. Il parlait de 50 degrés. Mais ça n'allait pas arriver, évidemment, d'un coup en 2050. Quelle température en 2040, 2030, 2020 ? C'est la progression. On allait progressivement rentrer dans ce four et assez rapidement. Et déjà connaître, bien avant 2050, des températures très difficiles à vivre et qui vont vraiment nous déstabiliser. Et pas seulement des régions tempérées. Voilà. Donc ça m'a poussé, ça m'a donné... J'ai fait une énorme crise d'angoisse, dont je ne suis pas complètement sorti. J'ai voulu faire une espèce de thérapie en allant au cœur du sujet, en rencontrant Jean-Marc et en voulant faire ce livre. Et mon frère m'a dit, mais fais un livre. Il a vu que j'étais angoissé, il a dit, fais un livre avec Jean-Marc Jancovici. En fait, j'y avais pensé. Je redoutais un peu l'idée, j'y avais pensé. Et en fait, la réflexion, au moment où il me l'a dit, je crois qu'il y a eu 30 secondes de silence, qui sont difficiles à définir dans le livre. Je montre du silence, mais le temps de la bande dessinée n'est pas le temps réel. Et je me suis levé immédiatement, je dis oui, je fais ce livre. Et là, la machine était
Après, mon inquiétude suivante, c'était que Jean-Marc me réponde. Et justement, Jean-Marc Jancovici, quand un illustrateur vient vous trouver, vous convainc, je ne sais pas si ça a été dur ou pas, est-ce que pour vous, c'est aussi une manière d'aller trouver, gratter, concerner d'autres publics que ceux que vous aviez déjà par vos interventions dans les médias, par vos entreprises et par vos cours? Est-ce que c'était aussi pour accroître, agrandir, parce que l'urgence est là, les publics et donc teinter les signaux d'alarme? Alors la réponse est oui. En fait, j'avais déjà pensé depuis longtemps à essayer de me marier, entre guillemets, avec des gens dans la fiction pour être capable d'aller s'inviter sur des terrains, des gens qui ne lisent pas d'essais, qui ne regardent pas de vidéos sur Internet, mais qui par contre peuvent regarder une série, regarder un film ou lire une BD. Alors en fait, la réponse à la question qui est pourquoi est-ce que c'est aussi bien rangé, parce que ça m'a pris 15 ans. Donc en fait, au moment où Christophe découvre mon cours, ça fait 15 ans que je fais des interventions et que je me dis tiens, je devrais mettre les trucs dans tel sens, puis non, je devrais les mettre dans tel autre, puis non, je devrais les mettre dans tel autre, puis finalement c'est dans tel autre que ça va, etc. C'est comme une pile de linge, et puis vous mettez des siècles avant de finir par trouver que c'est bien rangé comme ça et pas autrement. Bon, là c'était exactement pareil. Donc ça m'avait pris quelques années avant. Sur la partie BD, donc j'ai hésité à peu près une demi-seconde quand j'ai reçu son message, pour deux raisons. D'abord parce que le sujet, l'idée me plaisait. L'idée d'aller m'inviter, c'est quand même un peu le début de la fiction, une BD. C'est-à-dire qu'on est très libre, on peut mettre en scène des personnages comme on le veut, on peut raconter ce qu'on veut, on peut se fiche de nous-mêmes, ce qu'on fait d'abondance autant qu'on veut. On peut illustrer des choses imaginaires, c'est très facile. Donc c'est un mode d'expression qui permet d'aller chercher des gens qu'on n'irait pas chercher avec un essai, je sais parce que j'en ai fait quelques-uns avant, et qu'on n'irait probablement pas chercher avec une intervention parce que, c'est un mode d'expression. Ça parle bien à certaines personnes, moins à d'autres. Et puis par ailleurs, donc je redis, au début, je n'avais pas fait immédiatement le lien avec le frère, parce que moi, je connaissais le frère. Et puis quand j'ai compris à qui j'avais affaire, j'ai hésité une demi-seconde à peu près. Alors, pour lier ce livre, qui donc paraîtra le 29 octobre, dans 2 jours, et qui donc paraîtra dans le contexte préélectoral que je citais en introduction de l'émission, dans le contexte aussi de cette fameuse... Ça, c'était pas du tout anticipé, hein. Il aurait dû sortir il y a 1 an. C'est-à-dire que, pour compléter ce que disait Jean-Marc tout à l'heure, c'est que pour l'avoir expérimenté moi-même et pour en avoir été témoin aussi, les gens qui découvrent sa pensée, généralement ils le découvrent par le biais de conférences où ils ont été spectateurs en live. Vous étiez sur France Inter encore il y a peu de temps, je crois, Jean-Marc Jancovici, etc. Donc, voilà, vous êtes quand même quelqu'un qu'on entend. Et généralement, ce qui se passe, c'est que les gens sont saisis. C'est-à-dire que on vous présente, Jean-Marc présente des choses qui ont l'air assez complexes et qui immédiatement semblent totalement lumineuses. Et il y a effectivement, comme vous le disiez, beaucoup d'informations qui s'enchaînent avec une logique absolument implacable et qui sont vraiment... on a vraiment l'impression de comprendre comment le monde fonctionne. C'est de la vulgarisation scientifique. Et la grande frustration qu'on a, c'est qu'évidemment, quand on a reçu un tel enseignement, même si c'est une conférence, tu as des conférences qui sont plus ou moins... Il y a le cours des mines, puis des fois tu es capable de la concentrer en 3/4 d'heure ou en 1 heure. Enfin bon, on a envie de la transmettre. C'est-à-dire qu'on a envie de le raconter à d'autres gens. Alors il y a quelques éléments sur lesquels on arrive à s'accrocher. Et puis très rapidement, on peut pas, parce qu'on peut pas. Son raisonnement c'est trop difficile de le reprendre. Et ce livre, c'était, ça m'est déjà arrivé dans les dîners d'essayer d'expliquer des choses aux gens. Oui, vous comprenez, le pétrole parce que les énergies dites renouvelables, etc., etc. Et puis il y a un moment, je suis perdu, j'arrive pas. Et c'était une manière aussi de transmettre ça, c'est-à-dire que ça devient quelque chose qu'on peut saisir, qu'on peut lire de manière ludique, auquel on peut se référer et qu'on peut offrir. Je veux dire, c'est-à-dire on a souvent, on écoute une conférence de Jean-Marc, on a envie de la transmettre. C'est une manière de la transmettre. Et moi, c'était une manière aussi pour moi de m'imprégner de son raisonnement et de le transmettre. Oui, je précise que c'est pas quelque chose de sombre, c'est quelque chose qui est alarmant,
mais qui n'est pas forcément alarmiste, qui est engagé ou engageant et qui est pédago, c'est pas quelque chose dont on ressort complètement déprimé, on ressort plus saisi, c'est fait pour être plus, pour exciter j'imagine le côté volontaire, voire engagé justement chez le lecteur ou la lectrice, mais enfin il n'y a rien de déprimant. Ce qui pourrait déprimer, c'est de se dire après, bon je sais pas comment faire. Au contraire, vous proposez pas des pistes, mais enfin vous proposez là où pourraient être les pistes en termes de décarbonisation d'industrie. On est à la fois lucide et ludique. On présente quelque chose de manière ludique et lucide. Parce qu'on est comme ça, parce que Jean-Marc est comme ça. Il a une façon de raconter les choses. C'est un vrai conteur, en fait. Mais c'est pour ça qu'il tombe bien aussi le livre, parce que mine de rien, il paraît dans le contexte que je disais, dans le contexte de la hausse des prix. Là, ce matin, c'était la hausse de la baguette de pain. Depuis 2 semaines, c'est la hausse du prix de l'essence dont on ne sait pas comment ça va s'arrêter, parce que c'est dû à la fois à la raréfaction et l'augmentation des coûts de production, de voyage, etc. La grande réunion créée par le GIEC, la COP26 à Glasgow démarre dans 2 semaines maintenant. Donc l'environnement, l'envie de solutions et l'urgence de solutions climatiques, de trouver comment ce qu'on pourrait inventer, créer, financer, produire et faire accepter une ou des énergies décarbonées, renouvelables ou pas, c'est ça qui va gouverner nos vies pendant les années à venir et qui va gouverner en tout cas les informations d'ici la présidentielle. Votre ouvrage paraît aussi dans ce contexte-là. Comment est-ce que justement vous entendez, l'un comme l'autre, peut-être commençons par vous, Jean-Marc Jancovici, le contexte actuel justement de hausse des cours du gaz, du pétrole, des céréales, de l'électricité. On lit dans la presse encore ce mardi matin que l'électricité tirée du charbon est plébiscitée par de nombreux États car moins chère que celle produite par d'autres énergies fossiles. C'était Libération ce matin, une crise basée sur les prix de l'énergie donc et sur le manque pour les remplacer. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça, et qu'est-ce que vous avez envie de tirer comme signal d'alarme que vous n'auriez éventuellement pas encore tiré? Je ne pense pas qu'il y en a beaucoup, mais... Si je peux être un peu taquin, ça n'est une surprise que par les gens qui n'ont pas lu, pour les gens qui n'ont pas lu cet excellent ouvrage. En fait, ce qu'on essaye d'expliquer dans ce livre... Mais je vous rappelle qu'il n'est pas encore paru, donc personne ne l'a encore lu. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça n'est malheureusement une surprise que pour des gens qui vont découvrir à cette occasion qu'il y a un gros malentendu en ce qui concerne l'énergie, c'est qu'elle a totalement structuré le monde moderne et que pourtant, la façon dont on s'en sert aujourd'hui ne peut pas durer. Et à partir du moment où ça ne peut pas durer, c'est qu'il se passe des choses désagréables qui se manifestent de façon de plus en plus fréquente si on ne change pas de nous-mêmes le sujet. Alors, anticiper l'avenir est un truc qui est toujours un peu pénible pour nous, parce que le long terme, c'est loin, quoi. Donc, voilà, je me faisais la réflexion il n'y a pas longtemps de savoir quelle fraction des gens paierait une assurance contre l'incendie pour leur logement si ce n'était pas obligatoire. Bon... Les malheurs, ça n'arrive qu'aux autres. Et donc là, on est typiquement face à un problème où tant qu'il n'est pas là, en fait, essayer de faire comprendre qu'il va arriver et qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour qu'il n'arrive pas, c'est quelque chose qui est compliqué. Alors quand le problème arrive, de quelle manière il arrive? C'est aussi ce qu'on a essayé d'expliquer dans ce livre. En fait, il arrive justement avec des variations de prix, il arrive avec de la dépression économique, ça c'est pour la partie énergie, et puis il arrive également avec des ennuis climatiques. Donc Christophe a parlé de la canicule de 2018, après il y a eu celle de 2019. Voilà, là l'été dernier on a eu beaucoup de chance en France, les Canadiens n'ont pas eu autant de chance, les Sibériens n'ont pas eu autant de chance, les Grecs n'ont pas eu autant de chance, les Turcs n'ont pas eu autant de chance, les Marocains n'ont pas eu autant de chance, les Algériens, enfin il y a eu beaucoup de gens qui n'ont eu pas beaucoup de chance, et il y a eu nous au milieu, quoi. Mais voilà. Donc les ennuis, maintenant, ils sont là. Alors, qu'est-ce que ça m'inspire, la hausse des prix? Tout et rien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les ennuis, ce qu'on essaye aussi d'expliquer, c'est que tout ça est une structuration tellement puissante, ce qui s'est passé avec l'avènement des machines, parce que l'énergie, c'est l'avènement des machines, que au moment où les emmerdements sont là, il n'y a pas de solution magique presse-bouton pour se débarrasser des ennuis. C'est justement pour ça qu'il faut anticiper. Encore une fois, quand ça vous tombe dessus, vous ne pouvez plus rien faire, et avoir des regrets ne vous sert pas à grand-chose. Au moment où vous avez un de vos 2 poumons qui s'en va parce que vous avez fumé trop longtemps, je peux vous dire, vous n'auriez pas dû, oui certes, et à ce moment-là, vous ne pouvez plus éviter les emmerdements. Là, voilà, donc la hausse des prix, c'est un petit coup de réveil matin pour nous rappeler qu'on reste dépendant à un système sur lequel on n'a pas fait beaucoup d'efforts pour en sortir. Alors c'est dur d'en sortir, hein. On discute
Du reste, on a mis cette couverture à la couleur d'un célèbre gilet. C'est dur de s'en sortir. Non, c'est pas fait exprès. C'est dur de s'en sortir, et c'est justement parce que c'est dur de s'en sortir que ça demande une concertation importante, que ça demande un plan, quelque chose qui soit planifié sur le long terme, parce qu'en général, quand c'est dur, il faut échéancer l'effort, et que ça demande surtout un constat partagé sur le problème à traiter. Et aujourd'hui, malheureusement, Christophe disait qu'on entend beaucoup parler du problème dans les médias. Malheureusement, on n'en entend pas nécessairement mieux parler. Vous savez, c'est très facile d'entendre très souvent parler d'un problème et de toujours pas comprendre comment il se présente pour autant. Mais vous qui êtes réputé avoir, alors, à la fois par The Shift Project et à la fois par Carbone 4, avoir d'une part conseillé les entrepreneurs ou les entreprises, Carbone 4, ou avoir l'oreille, dit-on, de certains députés, du gouvernement. Vous avez quand même participé à plusieurs Grenelles de l'environnement. J'imagine qu'à des COP 21, 25, 26, vous y avez été plusieurs fois. Qu'est-ce que vous leur dites à celles et ceux dont on dit que vous avez l'oreille, justement? Ça ne sert pas à grand-chose de leur dire quoi que ce soit. Je vais peut-être vous étonner. Il y a une expression que j'aime bien qui consiste à dire la démocratie est un système remontant. Alors, ça veut dire quoi que c'est un système remontant? Ça veut dire que les élus y bougent quand la base bouge. En fait, vous savez, les élus, c'est un très bon reflet de... Enfin, je parle des élus nationaux. C'est un très bon reflet de l'opinion avec 3 ans de décalage. Les élus locaux sont un très bon reflet de l'opinion avec 6 mois de décalage, c'est plus court. Ce qui veut dire qu'en fait, au niveau des élus nationaux, ça ne sert strictement à rien. Alors, j'ai fini par comprendre ça après avoir eu quelques cheveux blancs. Ça ne sert à rien d'aller les voir en leur expliquant qu'on a une bonne idée. Ça ne sert à rien. Les élus, vous les intéressez à partir du moment où vous avez le problème, la solution au problème et la sanction si jamais ils n'appliquent pas la solution au problème. Donc, vous n'intéressez les élus que si vous avez un pouvoir de nuisance, c'est-à-dire si vous êtes capable de mobiliser à leur détriment une partie de leurs électeurs. Voilà. Là, vous commencez à les intéresser. Tant que vous n'en êtes pas là, c'est juste... Ça, vous l'avez ? C'est juste pas la... Non, c'est juste pas la peine d'aller les voir. Alors, l'équipe du Shift Project, beaucoup plus large que moi, commence à exister un peu aux yeux de ces gens-là. Voilà, je vais le dire comme ça. J'espère que ce bouquin, c'est en ça que j'accepte l'étiquette d'engagé, va amener un nombre non négligeable d'électeurs supplémentaires à être un peu saisis, comme disait Christophe tout à l'heure, effectivement, et à commencer à vouloir s'intéresser plus au problème et donc forcer les élus à s'intéresser. Alors ça veut dire quoi, forcer les élus à s'intéresser au problème? Ça veut dire que la hiérarchie change. Aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel, en gros, la hiérarchie, c'est d'abord on s'occupe du truc important qui s'appelle l'économie, puis ensuite, s'il reste de la place, on va essayer de faire ça le moins sale possible pour l'environnement. Tant qu'on aura cet ordre de priorité, c'est malheureusement des limitations involontaires. Alors l'augmentation du prix, pour le moment, c'est très très doux comme limitation involontaire, on aura pire que ça, qui vont se charger de régler le problème. Pour que ce soit nous qui nous chargions de régler le problème, il faut que la hiérarchie change. Voilà. Pour le moment, on n'en est pas là. La majeure partie des électeurs n'en sont pas là, et donc la quasi-totalité des élus n'en sont pas là non plus. Pour finir sur la partie interview, avant d'en venir aux questions des adhérents ou adhérentes, dont certaines concernent aussi ces engagements, c'est pour ça qu'il y a des questions que je ne pose pas. Il y a un concept à un moment, c'est plutôt vers le 3e tiers du livre, c'est le concept d'énergie contrainte, qui rappelle aussi le concept de décroissance, etc. Il est dit, alors les 2 narrateurs du livre, c'est vous deux, Christophe Blain dessine en gros souvent des conversations et des mises en scène et des mises en abîme qui sont entre vous deux, ce qui donne le côté ludique et ce qui donne aussi le côté « Il était une fois » à ce livre qui, encore une fois, est aussi une histoire. C'est notre histoire, c'est l'histoire de ce avec quoi nous avons fabriqué notre force de travail, nos énergies, nos décors, nos produits, la société de consommation, mais c'est notre histoire. Et donc, à un moment, ce concept d'énergie contrainte, où à un moment, les 2 narrateurs que vous êtes disent il va falloir accepter puisqu'on va être de plus en plus dans le monde, de plus en plus d'humains, avec de moins en moins de place, puisque les réfugiés climatiques vont faire qu'il y aura de plus en plus de monde aux mêmes endroits et de moins en moins de place sur le continent, la fonte des glaces, etc., le rétrécissement des continents. Et il va falloir accepter d'avoir autant d'énergie que maintenant, mais pour plus de monde, donc moins d'énergie chacun, donc s'habituer à moins consommer, à se nourrir différemment ou à moins se nourrir, bref. Et puis comme ça, on aura besoin de moins d'énergie. Moins on consommera, moins on aura besoin d'avoir des produits qu'on va acheter, donc moins on aura besoin qu'ils soient fabriqués, donc moins on aura besoin de les produire, donc moins on aura besoin d'énergie pour les produire, donc moins peut-être on aura besoin d'énergie
tout court. Ce concept d'énergie contrainte qu'on n'entend pas là dans les éléments de langage de celles et ceux qui veulent être candidats pour le moment à la présidentielle. Comment il pourrait être imposé? Parce qu'il va avec le phénomène de décroissance. Alors, il faut déjà être à la base d'accord, éventuellement, politiquement, avec ce concept de décroissance. Des industriels, des capitalistes, ils ne vont pas être d'accord avec le concept de décroissance, évidemment. Mais ce concept d'énergie contrainte, j'aimerais que vous développiez un peu. Parce que là, pour le coup, il peut y avoir une solution. C'est ton tour, non? Non, là, ça serait trop risqué. Non, c'est Jean-Marc. Jean-Marc doit parler. C'est le maître qui parle. Parce que c'est un des concepts qu'avance le livre et qui entre en résonance avec le concept plus connu pour le moment de décroissance. Ce qu'on explique à un moment, c'est que l'énergie qu'on utilise. Alors quand je dis qu'on utilise aujourd'hui, il y a quand même un énorme développement dans le livre pour expliquer que en fait, c'est pas nous, c'est des machines. Hein, que utiliser de l'énergie, c'est utiliser des machines. Que utiliser plus d'énergie, c'est utiliser plus de machines, c'est avoir plus d'esclaves mécaniques à son service. C'est ça, utiliser plus d'énergie. Et la contrainte, elle est double en fait. D'une part, elle vient du fait que l'essentiel de la nourriture qu'on donne à nos machines sort du sous-sol. C'est ce qu'on appelle les combustibles fossiles. Donc, au lieu d'ouvrir le placard pour sortir les croquettes pour le chat, nous, on ouvre le sous-sol pour sortir des croquettes pour machines, à savoir du charbon, du pétrole et du gaz. Et troisième personnage du livre, Iron Man, qui symbolise à lui seul toutes les machines. Il y en a plein de personnages dans le livre, mais celui-là, effectivement, En fait, c'est un personnage que j'avais utilisé pour mes cours, justement, pour faire comprendre la notion d'exosquelette, qui est constitué par toutes les machines qu'on utilise aujourd'hui, de la machine à laver jusqu'à l'ascenseur, en passant par le laminoir et le camion 40 tonnes. Voilà, tout ça, c'est un bout d'exosquelette, c'est un bout d'Iron Man. Et donc, cette nourriture pour Iron Man, elle est essentiellement fossile. Et le dictionnaire, là, en l'occurrence, est bien fait. C'est fossile parce que ça date d'il y a très longtemps et que ça a mis très longtemps à se former. Et donc, comme ça date d'il y a très longtemps et que ça a mis très longtemps à se former, on ne peut pas en avoir de plus en plus pour la nuit des temps. On ne peut même pas en avoir autant pour la nuit des temps. Et en fait, la contrainte vient de là, elle vient du fait que les réservoirs se vident. Donc il y a tout un passage où on explique par exemple que la découverte du pétrole, c'est comme la chasse aux œufs de Pâques. Hein. D'abord, on trouve ce qui est gros et mal caché, et puis tout à fait à la fin, on trouve ce qui est petit et bien planqué, et évidemment ce qui se vide beaucoup plus vite et ce qui coûte beaucoup plus cher à exploiter. Puis il n'y en a pas beaucoup dedans. Donc ces énergies, on va être contraint par le fait que ce n'est pas possible d'en recréer au fur et à mesure qu'on s'en sert. Et il y a une deuxième, et ça représente une telle fraction de l'énergie qu'on utilise qu'on ne peut pas imaginer remplacer ça par autre chose, un pour un. Voilà, c'est aussi un développement qu'on fait dans le bouquin. Et puis il y a une deuxième contrainte, c'est que Iron Man, quand il a mangé ses croquettes, il respire du CO2. Donc voilà, il évacue du CO2. C'est les fameux gaz à effet de serre qui sont émis par les machines que nous utilisons. Et puis marginalement par d'autres procédés, mais enfin marginal, pas tant que ça, mais par d'autres procédés. Et donc ça, c'est une deuxième limite, au sens où, à un moment ou à un autre, le changement climatique va devenir suffisamment ample pour qu'à lui tout seul, il ait la capacité à ne pas nous permettre de garder des sociétés stables et prospères, là où ça fait 10 000 ans qu'elles sont implantées. Parce qu'il faut rappeler que ça fait 10 000 ans que le climat était stable, et que c'est grâce à ça que les civilisations sédentaires ont pu émerger et se perfectionner au fil du temps, avec des éléments qui, eux, ne variaient pas. Ce qui a permis aux hommes et aux femmes, à une époque où on était beaucoup plus vulnérables, d'avoir le temps pour nous et de perfectionner les techniques, jusqu'à l'époque actuelle où on est devenu beaucoup plus invulnérable. Donc Iron Man, il a aussi cette caractéristique de nous permettre de résister à des tas de perturbations. La canicule qu'on a eue il y a quelques années, dans un monde sans énergie, elle aurait fait des centaines de milliers de morts. Bon, là, on a eu un monde avec énergie, donc elle a tué 30 000 vieux, pas très grave. Encore une fois, on aura pire. Mais donc, il faut bien voir qu'on a constitué, grâce à l'énergie, une capacité à s'abstraire des variations des éléments, mais qui est transitoire, malheureusement. Voilà. Et donc, c'est ça la contrainte qu'on évoque. C'est le fait que, en fait, le costume d'Iron Man, si je peux prendre ce parallèle, va un peu se rétrécir avec le temps, et se rétrécir de plus en plus, et puis voilà. Et qu'il va falloir qu'on compose avec ça. Alors, on va maintenant passer, il est 19h39, aux questions des adhérentes et des adhérents, hein, toujours sur ce troisième numéro d'artistes engagés avec Jean-Marc Bonsovici et Christophe Blain. Alors, certaines, on va commencer par des questions qui sont sur votre état d'esprit. Alors là, c'est des questions sur vous deux, après justement cet album. Et c'est une question qui vient entre autres de Stéphanie Canavaggi de Courbevoie dans les Hauts-de-Seine. Quel est votre état d'esprit, messieurs? Quel est votre état d'esprit après cet ouvrage et tout ce qu'il vous a appris? Christophe Blain.
Je pense que Jean-Marc, il a le même état d'esprit, parce qu'il a le même état d'esprit depuis... c'est lui qui... Bon. Oui, Moi, est-ce que j'ai changé En fait, effectivement, je ne suis plus le même, je ne sais plus celui que j'étais avant de faire l'album. Non, mais ça a l'air bizarre, mais c'est comme quand on a des enfants, on se rappelle plus ce que c'était quand on n'en avait pas. Il y a des tas de choses dans la vie comme ça, c'est un exemple. Voilà. Je me rappelle plus exactement ce que j'étais avant cet album. Je le retrouve plus et c'est difficile de dire exactement quel est mon état d'esprit. C'est un mélange. Alors, c'est un album. La fabrication de cet album est quelque chose j'en suis pas sorti. Il y a une partie de moi qui va en sortir quand l'album sortira, justement, parce qu'il y aura une transmission qui sera faite. Pour l'instant, c'est difficile à décrire, mais j'ai l'impression de garder encore des choses. J'ai besoin d'avoir les réactions de lectrices, de lecteurs, j'ai besoin de ça. Pour l'instant, je suis encore, je pourrais dire encore un peu oppressé de tout ce que tout le travail qu'on a fait, Jean-Marc et moi, dedans, et tout ce que j'ai pu apprendre. Alors, les choses, je les savais déjà avant enfin, j'avais compris le principe avant d'aller voir Jean-Marc, mais j'en apprends tous les jours, parce qu'en fait, l'apprentissage, il est permanent. Jean-Marc m'apprend des nouvelles plus ou moins terribles, plus ou moins engageantes, plus ou moins qui donnent la mesure des choses et qui sont étonnantes à chaque fois que je le rencontre. Parce qu'il travaille, il est tout le temps dedans, il est en mouvement permanent. Donc il connaît cette marche du monde auquel il est en confrontation. Moi, j'en suis un peu en retrait. Je suis un dessinateur, je suis un scénariste, et j'ai une activité qui est un peu asociale, qui dépend complètement de la société. mais en même temps, je suis un peu retranché. Avec lui, je me fais un bain de réalité très puissant, même parfois assez violent, sur la façon dont les choses fonctionnent, et je ne peux plus avoir le même regard sur les choses. Je vois la valeur quand on parle du costume d'Iron Man, on est dedans, là. Nous sommes entourés de machines, nous communiquons avec des gens qui ne nous voient pas, enfin qui nous voient mais qui ne sont pas avec nous. C'est une partie des super pouvoirs de l'exosquelette. Et on ne s'en rend même pas compte, ça fait partie de notre environnement naturel. Notre corps, notre cerveau est complètement habitué à ça, comme un environnement complètement naturel. Et or, c'est un environnement naturel qui ne fonctionne pas comme une forêt, qui se renouvelle elle-même, qui a sa propre vie à laquelle on fait partie. C'est quelque chose qui puise dans des réserves, et on ne s'en rend pas compte. On a beaucoup de mal en tant qu'être humain, en tant que personne, à le percevoir. Ça va être des éléments extérieurs certainement perturbants qui vont nous en donner la valeur, qui vont être des pénuries complètement imprévues, un climat extrêmement difficile à vivre, des mouvements de population, des tensions, etc. Et c'est vrai que ça fait craindre, mais ça forge aussi une certaine philosophie que j'ai appris auprès de Jean-Marc, qui est de ne pas forcément... Évidemment, la première question, c'est quelles sont les solutions ? En fait, il n'y a pas de solution globale. Il n'y a pas de solution globale et mathématique et rassurante une fois pour toutes. On est des êtres en mouvement qui évoluons en permanence, et les solutions, en réalité, on va les trouver en se mettant en mouvement, en étant confronté aux éléments. Alors, le but est de se mettre en mouvement le plus rapidement possible, essayer d'anticiper le plus possible, mais il faut commencer par faire un pas, un autre. C'est l'image qu'on a mis dans le livre et qui vient de l'enseignement de Jean-Marc. Il ne faut pas regarder ce qu'il y a tout en haut, ce qu'on doit obtenir pour que ça soit parfait. Il faut voir les marches. Il faut monter les marches les unes après les autres. Il faut savoir être patient. Il faut savoir dépasser sa peur. Et faire ce qu'on peut faire à propre échelle, accepter aussi ses limites. On n'est pas omniscient, on ne peut pas tout faire, il faut accepter qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas prise, mais qu'en même temps, je crois qu'à partir du moment où on a conscience de ces choses-là, on est déjà en mouvement, on est déjà en train de faire quelque chose, même si on n'en a pas l'impression, parce que la réflexion, le regard qu'on a sur le monde ne peut plus être le même, et que de toute façon, on est en train de se programmer.
même sans le savoir profondément, pour progressivement agir différemment et évoluer, progresser dans cette... et faire appel, Jean-Marc le fait beaucoup, faire appel aussi aux jeunes générations. C'est les jeunes générations qui vont prendre ce relais, qui vont devoir faire des choix. Mais nous aussi, hein, on est tous les deux des quinquagénaires, mais on est concernés directement. Des changements brutaux, on est appelés à les connaître. Deuxième question qui va justement être à la fois pour l'illustrateur et le chercheur et essayiste. Question d'Éric Provost. Est-ce qu'une BD engagée peut avoir autant ou plus d'impact qu'un roman? Alors là, ça se pose parce que vous avez choisi l'illustration, mais aussi de raconter une histoire. Est-ce Vous ne pouvez pas poser la question suivante? J'en sais rien. Si, je peux répondre. Non, mais je peux dire quelque chose Ça là-dessus. peut avoir de l'impact. Mais... Un roman, c'est une fiction. Or là, on raconte. Il n'y a pas de fiction. Jean-Marc m'avait dit pourquoi. Il m'avait posé la question pourquoi ne pas faire une fiction. En fait, une fiction, on complexifie le problème parce que la fiction, c'est un monde en soi, c'est un travail en soi de créer un monde cohérent. Et c'est pas forcément. En fait, tous les éléments étaient déjà là. L'histoire était déjà là. Et ce qui nous a permis d'avoir, Jean-Marc, quand il raconte, a un talent extraordinaire qui est l'image analogique. C'est-à-dire qu'il fait des analogies sur des concepts qui peuvent être complexes. Immédiatement, alors, par exemple, la caricature qu'on fait d'Iron Man, c'est pour l'exosquelette, qui est très simple, mais il y en a plein d'autres. Et moi aussi, généralement, quand on m'explique un concept, j'ai envie de le mettre en image. Et que cette image, au bout d'un moment, elle devient un personnage. On parle de la façon dont fonctionnent les technocrates, par exemple. Alors, quels technocrates à quel niveau? Que ce soit des technocrates européens, que ce soit des économistes, que ce soit des observateurs. Ils deviennent des personnages, c'est des petits personnages myopes, parce qu'ils n'ont pas une vision à long terme, donc ils ont de grosses lunettes. Ce sont des petites femmes, des petits hommes qui sont comme ça et qui sont en contact avec des phénomènes qui sont beaucoup plus grands qu'eux, alors qu'ils ont l'impression de tenir les clés du monde en parlant de croissance à tout bout de champ. Ça nous permet de créer des images qui ont un côté très ludique, même comique, mais en même temps qui permettent d'expliquer des choses complexes. Immédiatement, on voit à quoi ça correspond. On comprend comment se forme le pétrole, tout est imagé, ce fameux CO2 dont on parle, qui n'est ni bon ni mauvais, parce qu'il nous permet aussi de vivre, il retient la chaleur sur Terre. Alors après, il y a des questions d'excès, il y a des questions de voilà. Donc à chaque élément devient une histoire. Des histoires qui peuvent être d'ordre sociétal, qui peuvent être d'ordre de la vulgarisation scientifique, physique. On a raconté un certain nombre d'histoires, et avec des images, l'image permet d'avoir une vision parfois immédiate du concept, même sans les mots, et de s'appuyer dessus, et de jouer avec, d'être spectaculaire, d'être drôle, d'être le plus ludique possible. Jean-Marc, il me servait ça sur un plateau parce que lui-même, dans ses conférences, utilise beaucoup d'images pour faire comprendre. Il arrive à faire comprendre et parfois, quand je ne comprenais pas quelque chose, il me donnait une première image. Si elle ne fonctionnait pas, la deuxième ou la troisième était immédiatement lumineuse. Et je l'utilisais tout de suite. Je dis, ce que tu as dit, c'est génial. Hop, je le représente tel qu'il me l'a dit, quoi. Donc ça, c'est effectivement un pouvoir de l'illustration, donc de la bande dessinée. Mais de toute façon, l'option roman, elle n'était pas nécessairement ouverte. Moi, je ne m'imagine pas comme romancier. Moi, j'ai répondu scolairement à la question. C'est-à-dire, qu'est-ce qui aurait eu le plus d'impact? J'en sais rien, il faudrait essayer les deux. Là, on a juste essayé une version. On espère que cette version-là va avoir de l'impact. Voilà. C'est clair qu'un roman, ça désincarne un peu plus le problème, parce que le lecteur ne sait pas nécessairement ce qui relève de la fiction et ce qui relève de la partie documentaire. Donc en cela, je pense que Christophe a eu parfaitement raison de dire il ne faut pas y aller trop loin dans le côté fiction, parce que finalement, à un moment, on croit rendre service en rendant le propos beaucoup plus digeste, parce qu'on raconte une histoire, et en fait, on peut aussi brouiller les cartes, parce que de l'autre côté, ça cesse d'être possible de faire facilement la différence entre ce qui relève du monde réel et ce qui relève du monde fictionnel inventé par les auteurs.
Alors là, là, on va revenir dans le pas fictionnel. Une question de Bruno Alain, Paris 2e. Une question qui s'adresse peut-être plus aux Jedi de notre plateau. Quelle est la place des technologies de capture? C'est pour ça que ça y va fort. Hein. Quelle est la place des technologies de capture de dioxyde de carbone à long terme dans la lutte contre les rejets de gaz à effet de serre? Je répète la question, Oui, peut être un peu abstraite. Non, mais quelle est la place des technologies de capture de dioxyde de carbone à long terme dans la lutte contre les rejets de gaz à effet de serre? Alors la nature a mis au point une technologie de capture du gaz carbonique ou du dioxyde de carbone qui est très efficace, qui s'appelle les plantes. Puisque les plantes, c'est comme ça qu'elles se nourrissent, c'est entre autres comme ça qu'elles se nourrissent, elles vont chercher le carbone qui leur sert à faire les molécules qui sont constitutives de leurs feuilles, de leurs troncs, etc., dans l'atmosphère, dans le CO2 justement. Et cette molécule de CO2 qu'elle trouve dans l'atmosphère, elle la casse en deux avec l'aide de l'énergie du soleil, c'est ce qu'on appelle la photosynthèse, et elle se garde le carbone et elle nous rend de l'oxygène, ce qui est quand même bien sympa de leur part. Alors, ce processus-là, et c'est celui qui fonctionne le mieux à large échelle. Par contre, quand on est très nombreux sur Terre, on l'empêche de fonctionner correctement parce qu'on coupe des forêts pour faire des surfaces agricoles à la place. Donc en fait, on diminue la pompe à carbone parce qu'on est nombreux et qu'on fait plein de champs pour manger. Et plus on mange de viande, et plus on a besoin de beaucoup de champs pour nourrir les animaux qu'on va manger ensuite. Il y a des gens qui pensent qu'on peut remplacer les arbres par des technologies par des objets artificiels, des machines, donc, des espèces d'aspirateurs à air. Donc, la machine aspire l'air et elle traite l'air pour en sortir le CO2 et elle rend généreusement le reste de l'air à l'atmosphère. Alors, malheureusement, c'est des processus qui ne sont pas efficaces du tout. La raison à cela, c'est que le CO2 dans l'air, il est dilué, il représente 0,04% de l'air. Ça ne fait pas beaucoup, hein. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que le CO2 est une molécule totalement inerte. C'est bien pour ça que les plantes ont besoin de l'énergie du soleil pour la casser en deux. Si on n'a pas d'énergie, on ne casse pas ça en deux. Et donc la machine, qui veut faire la même chose que la plante, a aussi besoin d'énergie. Et un petit calcul montre que si on voulait, avec ce genre de dispositif, compenser les émissions actuelles de CO2 de l'humanité, il faudrait 6 fois la production électrique mondiale, rien que pour alimenter ce genre de dispositif de capture. Voilà. Donc, en ce moment, on en fera quelques-uns pour amuser la galerie. Donc, on en a fait un en Islande. Là, c'est peut-être celui que notre auditeur a vu passer dans la presse. Malheureusement, c'est de l'ordre du gadget. Alors, je vais passer à une question qui nous vient d'Angers, de Gaël Rabillon. Gaël Rabillon, donc d'Angers, alors là, c'est une question qui sera pour vous deux et on devra malheureusement conclure par là les questions adhérentes. Croyez-vous encore en la capacité de l'homme à revenir à une consommation plus raisonnable? Consommation qui veut dire donc aussi besoin d'énergie. Croyez-vous encore en la capacité de l'homme pour revenir à une consommation plus raisonnable? S'il n'est pas raisonnable, de toute façon, il sera contraint de le faire. J'ai appris le cours. Je me suis permis en tant que padawan d'intervenir. Maintenant, je laisse la parole à Jean-Marc. C'est une question qu'on pose à la fin du livre. À la fin du livre, on fait intervenir un personnage qui parle d'un mot barbare qui s'appelle le striatum. Alors, on ne sait pas, et du reste, ça ne nous intéresse pas tellement de savoir si effectivement... Alors, le striatum est une structure cérébrale. Ça ne nous intéresse pas tellement de savoir s'il a tort ou raison sur le plan biologique, on s'en fiche un peu. Par contre, il rappelle un certain nombre de traits de comportement des animaux que nous sommes, et il rappelle que malgré notre beau cortex qui nous a permis de faire les rencontres de la FNAC, des caméras, des écrans et des camions pour distribuer nos livres, on reste quand même fondamentalement piloté par nos désirs. Et nos désirs, ils n'ont pas beaucoup de pédales de frein. C'est-à-dire que quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ou plus exactement, quand il y en a plus, c'est-à-dire beaucoup plus, il y a encore de la place pour qu'il y en ait encore plus. Voilà. Et c'est clair que ça va nous demander... C'est probablement une des difficultés majeures du défi auquel nous sommes confrontés, c'est de savoir accepter des limites et d'accepter l'idée que la technologie ne permettra pas de les repousser indéfiniment. Donc là, ça fait quand même 2 siècles qu'on est très habitué à l'idée que la technologie permet de repousser n'importe quelle limite. Et en fait, la solution au problème auquel nous sommes confrontés, elle est beaucoup moins dans les mains des ingénieurs que dans les mains de je ne sais pas qui pourrait faire en sorte que, collectivement, ça ne nous pose pas plus de problèmes que ça d'accepter des limites.
Alors, Je voudrais juste ajouter que Bien sûr, le personnage dont parle Jean-Marc à la fin du livre existe réellement et qui s'appelle Sébastien Boller. Il est écrit. Ah oui, oui, oui. Voilà. Plusieurs essais consacrés à la question aussi, justement, voilà. le bug humain, qui est son ouvrage Voilà. chez Robert Laffont. Oui, On s'est appuyé sur ces essais, on l'a rencontré, Jean-Marc l'a rencontré, et il a une façon de présenter lui aussi qui est très ludique et très imagée, et qui nous a séduit, et on le fait intervenir dans le livre parce que justement, il rencontre entre nos désirs et notre façon de fonctionner. On est programmé, en fait, pour être toujours en expansion. On est des animaux, comment tu dis, accumulatifs et opportunistes. Accumulatifs et opportunistes. Et on doit, et en même temps, on est capable de réfléchir et de se projeter dans l'avenir. Et ces deux aspects de notre cerveau rentrent parfois en conflit. Parce qu'on sait très bien qu'on risque, on a envie de toujours plus, et on ne peut pas s'empêcher. On a du mal à s'empêcher de l'avoir, et en même temps, on sait qu'on prend un énorme risque dans le futur en continuant de cette manière-là. Alors, avant de passer au coup de cœur, qui sera la toute dernière partie, courte, on va passer à un coup de projecteur, puisque aussi on a l'habitude de demander dans ces sessions artistes engagés à chacune de nos invités de mettre en avant justement une structure, une association. Et je vais commencer par celle, Christophe Blain, que vous avez choisi, vous, de mettre en avant, qui s'appelle Un enfant, un avenir. Je crois que c'est une association qui est parrainée par l'explorateur Jean-Louis Etienne, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez nous en parler et pourquoi vous avez choisi de mettre Non, tout simplement parce que j'y ai participé, puis j'ai rencontré, c'est des enfants qui sont malades ou hospitalisés, et à qui on apporte un soutien en leur faisant faire tout un tas d'activités qui sont généralement liées à la mer, puisque le président est un ancien marin de la Marine nationale, et d'ailleurs que j'ai rencontré sur un bateau, quand moi-même j'étais marin, et qui est un type extraordinaire, et qui aide ses enfants. Et moi, j'ai été rencontrer ces enfants. J'ai fait partie de rencontres. Je leur ai fait des dessins. J'ai beaucoup parlé avec eux. J'ai regardé leurs dessins. C'est une association qui est très vivante, avec des gens que j'ai trouvé vraiment extraordinaires, quoi, qui se donnaient à fond là-dedans. Et les enfants, ça avait vraiment l'air de leur faire quelque chose, quoi. Ça marchait vraiment très très bien. C'est une petite association, mais qui est très vivante et très, très efficace, et qui est basée à Brest. Voilà. Et le site internet, c'est les-enfants au pluriel avenir au singulier.com. Hein, les-enfants au pluriel avenir au singulier.com. De votre côté, Jean-Marc Jancovici, vous avez choisi tout simplement de mettre un coup de projecteur sur votre association, la vôtre et celle d'autres personnes aussi. Hein, vous le disiez tout à l'heure, The Shift Project. Alors, racontez-nous. Alors, je vais vous faire une confidence. En fait, j'aime pas tellement ce genre de questions parce que je trouve que ça dévalorise inutilement les gens qu'on ne cite pas. Je veux dire par là, choisir une association, vous savez, il y a plein de gens partout qui font des trucs absolument remarquables. Et donc, je me dis toujours, de quel droit est-ce qu'on considère que ça, c'est plus remarquable que le reste? Bon. Alors, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais parler de la mienne. Alors, pourquoi est-ce que je parle de la mienne? Pour deux raisons. La première, c'est que la mise en avant médiatique a un côté très cruel pour les gens qui restent dans l'ombre. C'est qu'en général, les gens qu'on met en avant ne seraient rien sans la structure qui les porte. Donc, c'est mon cas. Il se trouve que l'essentiel des choses que je sais, je ne les ai pas inventées, je les ai apprises moi-même d'autres. Donc, j'ai été et je continue à être le padawan de beaucoup, beaucoup de gens. Donc, ce qui permet de nourrir, par exemple, ce livre, c'est pour partie des calculs que je n'ai pas faits, des recherches que je n'ai pas faites, des raisonnements que je n'ai pas tenus, et simplement qui m'ont été servis par d'autres personnes qui ont travaillé avant. Voilà, donc c'est une façon de rappeler que derrière tout combat, si on peut utiliser ce mot, qui semble être l'œuvre d'un individu, en fait, il y a toujours beaucoup, beaucoup de gens qui travaillent. Et en ce moment, au Shift Project, il y a énormément de gens qui travaillent. Alors là, pour le coup, de façon délibérée, mais ça sera l'occasion d'en parler à d'autres moments, pour l'échéance présidentielle qui se dessine. Et voilà, et donc tant qu'à faire, autant dire que ce livre leur doit aussi quelque chose. Ça a été créé quand, cette association? En 2010. 2010, d'accord.
donc il y a 11 ans. On va passer maintenant aux coups de cœur, donc les coups de cœur culturels de nos invités. Alors, on va commencer par la musique. Jean-Marc Jancovici, vous avez choisi, c'est un single que vous avez choisi, Walking in the Air de Nightwish. Oui, alors j'aurais pu choisir, c'est pareil, je dois avoir 10 000 titres sur mon ordinateur. Et en fonction des circonstances, je peux écouter n'importe quoi, du classique au heavy metal. Donc voilà. Alors j'aime bien la mélodie de cette chanson et je l'aime bien parce que c'est un groupe que m'ont fait découvrir mes filles. Voilà, donc c'est aussi pour ça que je l'aime bien. Voilà. Le coup de cœur musical, alors à pile poil 20h, vous allez le dire, Christophe Blain, vous c'est Mort prématuré. Là, c'est un concept, c'est une œuvre de Arthur H. Oui, Mort prématuré d'un chanteur populaire dans La force de l'âge. C'est ça? Oui, pardon? ça. Oui, là, le titre est très long. Oui, Mort prématuré. Oui. C'est un lien avec le monde sans fin parce que il y a un moment, le travail était tellement intense que j'étais obligé de prendre du recul. Et il se trouve que Arthur H m'a demandé de faire le clip d'une de ses chansons. Et j'aime Arthur H depuis ses débuts. Je le suis depuis ses débuts. J'ai été le voir plein de fois en concert. C'est un artiste que j'adore. Et j'ai dit oui. Et j'ai fait son clip. J'ai réalisé son clip avec un animateur extraordinaire qui s'appelle Jean-Mathieu Tanguy. Et on a travaillé tous les deux pendant 4 mois. Je me suis interrompu du livre pour pouvoir retrouver de la fraîcheur et travailler sur complètement autre chose. Mais il y avait comme le livre a quelque chose de très onirique aussi. Il y a des personnages qui apparaissent. Il y a Mère Nature qui apparaît, qui est un personnage onirique et qui nous parle, qui est incarné par une femme géante. J'ai utilisé aussi une femme très long. Oui. Voilà. J'ai utilisé aussi une femme géante dans ce clip. Il y a des choses qui se croisaient et voilà, ça m'a permis de prendre une grande respiration. Et j'adore la chanson du clip. J'adore l'album. J'adore la chanson du clip qui s'appelle L'Avalanche, sur laquelle on a travaillé pendant 4 mois. On était 8 avec des animateurs, des décorateurs, des gens qui ont fait le compositing, qui étaient tous extraordinaires. Et c'est un travail qui m'a permis de me ressourcer. Et je suis retourné ensuite sur le livre avec d'autant plus d'énergie. Alors tiens, on va rester avec vous pour ce qui concerne le coup de cœur cinématographique. C'est un film de Sidney Pollack que vous avez choisi. C'est toujours Le Cavalier électrique, réalisé en 1979 avec entre autres Jane Fonda et Robert Redford. Oui, parce que c'est un film incroyablement sympathique et touchant, avec des images qui sont très très belles et qui montrent, qui ont quelque chose il y a quelque chose d'Iron Man. C'est un personnage très poétique, qui est un ancien champion de rodéo, qui en fait ne fait plus que de la publicité pour des céréales. Il apparaît avec son cheval, éventuellement à Las Vegas, et il a un costume de cow-boy assez flamboyant. Enfin, il a un costume lumineux en fait. Il a des petites guirlandes sur lui. Il est très kitsch, très fancy comme ça. Et un jour, le cheval sur lequel il monte, il devient alcoolique parce que cette villa ne l'intéresse plus, elle est triste. Et Las Vegas est une ville incroyablement triste. Et il décide, le cheval, qui est un superbe cheval sur lequel il doit apparaître une fois à Las Vegas, est drogué. Et il ne supporte pas cette situation-là pour qu'il reste calme. Et il fuit, il passe les tables de jeu et il fuit dans la nuit de Las Vegas, qui est une nuit lumineuse du strip. Et quand il dépasse le strip, il s'éteint. Il disparaît dans la nuit. Son costume s'éteint. Il disparaît dans la nuit du désert. Et cette image est très très belle. Et j'ai revu le film en faisant le livre. Elle est en lien avec le livre. Elle dit quelque chose de notre monde. Et notamment, Las Vegas, c'est vraiment la représentation ultime des excès du monde occidental. Et ce cavalier électrique a quelque chose qui est... c'est une très belle fable avec une histoire d'amour adulte, mais qui est très, très touchante entre Jane Fonda et Robert Redford, qui incarne le personnage principal, et qui est une fable écologique qui est vraiment très, très belle. Et oui, j'aurais pu faire apparaître un cavalier électrique à un moment dans le monde sans fin.
Eh bien, écoutez, peut-être qu'il y en aura dans une traduction ou une version future avec donc Jean-Marc Jancovici en vierge, puisque donc, tout à l'heure il l'a demandé. Hein, il y a En une vierge, demi-heure. montant à cheval. Voilà. Alors, On prendra 2 modifications en ce qui me concerne. pour votre coup de cœur cinématographique, Jean-Marc Jancovici, vous, ça nous ramène aux préoccupations aussi de l'ouvrage, puisque c'est le film qui avait fort heureusement pour sa beauté, fort malheureusement pour l'urgence de ce qu'il disait, fait beaucoup parler de lui. C'était le film de Jacques Perrin en 2009, Océan au pluriel. Oui, c'est un film que je trouve très poétique, très joli. Il est à la fois frappant par les images, il est directement en lien avec le thème qu'on traite là. Et c'est un film que j'avais vu sur très grand écran. Et donc, c'était d'autant plus magnifique parce que les images sont absolument splendides. Et puis, la voix de Jacques Perrin, elle a quelque chose d'extraordinairement apaisant pour parler de quelque chose d'extraordinairement angoissant. C'est vrai. Ça rejoint un peu le ton. Exactement. Donc, il y a cette espèce de décalage entre cette voix, vous savez, c'est cette voix de grand-père conteur qui s'apprête à vous endormir là quand vous êtes gamin, et puis un film qui vous dit quand même qu'on est en train de faire n'importe quoi, qu'il est en train de se passer des choses, et qu'on est en train quelque part de gâcher une merveille. Voilà, et donc j'y ai pensé parce qu'il y a un lien avec, il y a un lien direct avec cet ouvrage, dans ce contraste, encore une fois, entre quelque chose de merveilleux et quelque chose de, je ne sais pas quel mot je dois utiliser, de détestable, d'angoissant, de pas sympathique, quoi. Restons avec vous, Jean-Marc Jancovici, pour ce qui est du coup de cœur, et ce sera le dernier des trois. En termes de littérature, alors vous, c'est pas un roman en particulier, pour le coup, c'est une œuvre, puisque c'est un cycle. Le cycle en question, c'est Fortune de France, Fortune au singulier, de Robert Merle, qui est une fresque qui a été écrite et publiée entre 1977 et 2003. Alors, c'est des livres que j'ai lus quand j'étais jeune adulte. Que j'avais trouvé très captivant. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque tome, on avait envie on disait, bon, qu'est-ce qu'il fiche là? Quand est-ce qu'il va nous sortir le suivant? Et puis, c'était un mariage que j'avais trouvé très intéressant entre l'histoire. L'histoire m'a toujours intéressé, et en même temps, son enseignement, je l'ai toujours trouvé monstrueusement rébarbatif. Et donc là, on parlait tout à l'heure de pourquoi pas ne faire un roman. Là, en l'occurrence, c'est la façon qu'avait trouvé Merle de nous intéresser à l'histoire de notre pays au travers de quelque chose qui présente tous les canons de la littérature sympathique. Donc on a vraiment envie de lire. Voilà. Donc c'est un genre que j'avais beaucoup aimé. Et donc une lecture à laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir. Parce qu'on va signaler que le récit, ce que ça raconte, ce que ces 13 volumes racontent, se déroule entre 1547 et 1661. Pour situer qui était Robert Merle, prix Goncourt 1949, j'en parle parce qu'on est aussi dans une saison de prix littéraire, là. Prix Goncourt 1949 pour Week-end à Zuidcote, que Henri Verneuil a ensuite adapté au cinéma. Et les personnes de ma génération, la grosse quarantaine, l'ont lu aussi à l'école, puisqu'il avait aussi écrit La mort est mon métier, oui, absolument, adapté des mémoires du commandant que j'aurais pu citer dans un genre très différent. Je crois que j'ai lu à peu près tout Merle. Donc Et on finira avec, tiens, ça va nous ramener aussi quelque part à l'histoire, parce que c'est une historienne que vous avez choisi de mettre en projecteur, Christophe Blain. Quand on vous a demandé, pareil, un coup de cœur littéraire, vous n'avez pas dit un livre, vous avez dit toute l'œuvre d'Arlette Farge. Oui, parce que déjà la personne d'Arlette Farge est passionnante. J'ai eu la chance de la rencontrer. Parce que j'ai une de mes séries qui s'appelle Isaac le Pirate, se passe au XVIIIe siècle, et j'ai rencontré... Vous avez lu le premier de vos distinctions à Angoulême. Et Arlette Farge est une grande spécialiste de la vie au XVIIIe siècle, de la vie de la population, pas seulement la vie des... On raconte souvent à travers la vie des aristocrates, la vie du roi, la vie de la cour, etc. Elle raconte aussi beaucoup la vie du peuple. Elle a une façon de le raconter dans tous ses ouvrages qui est absolument... passionnant. Elle écrit très très bien et elle cite les documents d'époque qui ont un côté... moi j'adore la langue du XVIIIe siècle et c'est fascinant. Le mélange de son écriture à elle qui est très belle, très vivante, très littéraire, très fluide
elle cite les documents, les comptes rendus de police de l'époque, avec les préoccupations. Elle nous met au cœur des préoccupations quotidiennes des gens, la façon dont ils vivaient dans les rues, dans les campagnes, mais surtout beaucoup dans les rues, parce que moi, évidemment, je suis intéressé par la vie parisienne, puisque c'est là que se passe mon histoire. Et c'est une femme délicieuse et passionnante. Elle a fait, je crois qu'elle n'en fait plus maintenant, mais elle faisait beaucoup de radio aussi. Elle avait des émissions sur France Culture. Et je trouve que ces bouquins, on les dévore. Ils sont étonnants, totalement étonnants, parce qu'ils nous plongent c'est une vraie machine à remonter le temps, et avec des choses qu'on n'a pas idée de la façon dont vivaient les gens au quotidien, avec des choses très, très précises, mais qui étaient très importantes, qui semblent anecdotiques comme ça, mais les gens vivaient avec ça en permanence, ils avaient une autre vie, et elle sait parfaitement nous plonger là-dedans. C'est des lectures vraiment... là, c'est vraiment pas de l'histoire du tout ennuyeuse. Elle est chercheuse, elle était chercheuse au CNRS, oui. Ouais. Eh bien, c'est sur ces conseils et ce qui nous renseigne aussi, nous, sur ce qui vous nourrit, l'essayiste, le chercheur, l'illustrateur. C'est toujours bien de savoir qu'est-ce qui nourrit justement ce qui a donné donc cet album. Alors là, on ne peut que le conseiller, le surconseiller, parce que c'est à lire, à transmettre, à repicorer, parce que c'est plein de chapitres et de micro-chapitres, avec encore une fois un des personnages chez Dame Nature, une grande belle géante à la chevelure rousse, très troublante. Il y a donc le fameux Iron Man, et il y a donc vous deux, messieurs, puisque vous êtes aussi des personnages narrateurs de ce livre qui paraît donc après-demain, le 29 octobre, aux éditions d'Argo, Le Monde sans fin. Il y avait le Goemio, il y avait le Lagarde et Michard, il y a toujours le Goemio, il y a toujours le Lagarde et Michard, mais ça m'a fait sourire quand j'ai vu la couverture la première fois, parce qu'il n'y a pas de prénom sur la couverture, il y a le Jean, maintenant, il y aura le Blin Jancovici, ou le Jancovici Blin, après le Lagarde et Michard et le Goemio. Cette saison de prix littéraire vous offre le Jancovici Blin. Voilà, c'est comme ça aussi qu'on devient un mythe, messieurs. C'est en devenant juste un nom et un symbole. Voilà, c'est donc ça paraît chez Dargaud le 29 octobre. Merci à vous deux. Vous pourrez donc, après nous avoir suivis en direct, il est 20h11, on rend l'antenne, retrouver cette session en replay, comme toutes les autres sessions que nous avons faites avec la FNAC, sur l'éclaireur.fnac.com. L'éclaireur sans l'apostrophe, l'éclaireur au singulier, l'éclaireur.fnac.com, où vous pourrez donc retrouver cette session avec Jean-Marc Jancovici et Christophe Blin et toutes les autres. Merci à vous toutes et tous et bonne soirée.